Souvent, on idéalise un petit peu les progs un peu étrangères. Ouais, ils doivent faire des trucs de fou. Et en fait, quand tu regardes, bah, pas vraiment, quoi. Je pense qu'en France, on est quand même assez bien formé. Et puis maintenant, ce qui est bien en 2026, c'est que tu as plein d'autres certifications privées, tu vois, où tu peux vraiment apprendre l'endurance avec toi. Il y a OPEX, par exemple, je pense à ça, américains, qui eux, sont très bons sur la programmation CrossFit. Vraiment, il y a vraiment plein d'autres choses comme ça. Et en vrai, si tu le fais correctement, après, ça marche très bien. Puis le mercredi, ils me disent, ah, j'ai pas réussi à finir la séance ou j'ai pas tenu les charges. Bah ouais, mais si le mardi, je t'ai dit qu'il fallait être 7 moyen et que tu t'es mis une cartouche, c'est sûr que le mercredi, t'es naze, quoi. Bienvenue dans la Upside Strength Experience. Dans cette série de vidéos, j'accueille des coachs sportifs et athlètes de la communauté Upside Strength pour discuter de comment les principes d'entraînement se traduisent vraiment sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur, le plaisir d'échanger à nouveau avec Luc Millier. Comment tu vas, Luc? Ça va, merci Sean, merci de me réinviter. Je crois qu'on a déjà fait un ou deux podcasts ensemble, ouais. Ouais, c'est ça, au moins, et c'est pas les derniers. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, Luc, est-ce que tu peux te présenter et nous dire tout ce que tu fais? Je m'appelle Luc, j'ai 33 ans, je suis papa d'une petite fille. Je gère une box avec ma compagne Isa depuis 10 ans cet été. Donc ça, c'est l'activité, on va dire, principale. Et puis, ben, petit à petit, on a développé chacun nos programmations. Donc Mjolnir Training maintenant qui a sa propre identité, sa propre entreprise et donc du coup je fais les programmations générales pour les compétiteurs et après ben bien sûr il y a plein d'autres choses pour les personnes un peu plus âgées également. Pour les box, Isa elle s'occupe aussi des enfants, des femmes qui sont enceintes, qui sont en postpartum. Donc voilà, on a vraiment créé une deuxième identité dans laquelle on voulait faire des programmes en ligne pour toucher un maximum de monde parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc principalement, je fais ça. Voilà, et puis je suis quelques athlètes, dont Claudia, avec l'équipe, avec toi et les autres. Et voilà, donc tout ce qui est gestion de la boxe, plus programmateur, on va dire, c'est mes activités principales. Ah, trop bien, on va parler programmation aujourd'hui. J'ai envie de creuser un petit peu sur comment tu fonctionnes de manière générale. Mais pour revenir sur ce que tu as dit, 10 ans que vous avez ouvert la boxe avec Isa. D'ailleurs, je salue Isa au passage. J'espère que la petite famille va bien. 10 ans, qu'est-ce que tu retiens de ces 10 ans d'expérience jusqu'ici? Qu'est-ce qui te marque le plus quand tu y repenses un petit peu comme ça? En fait, c'est difficile parce que souvent on se dit comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, et t'as beau imaginer, c'est quand même toujours très différent. En bien, en mieux, ça c'est top. Des fois en moins bien, mais c'est sûr qu'il y a 10 ans, je pense qu'on n'aurait pas imaginé qu'on puisse être à cet endroit-là et à ce moment-là. On a ouvert CrossFit Grelen en 2016. La salle faisait 270 mètres carrés. Donc c'était relativement petit. On a déménagé assez vite parce que bah, un, il y avait du monde. Deux, on était dans une zone où on faisait un peu de bruit, c'était un peu gênant. Donc on a eu la chance que notre propriétaire à l'époque possède énormément d'autres locaux. Et du coup, nous a présenté ce local-là. On a d'abord pris 600 mètres carrés, puis 1000 mètres carrés. Voilà, ça a été progressif, hein. Franchement, on a commencé petit. Alors oui, c'était une autre époque, mais voilà, on a su évoluer petit à petit. Pareil avec le matériel, on n'a pas tout de suite ouvert avec énormément de matos. Et je pense notre point fort, c'est qu'on a su vraiment avoir des coachs et des humains bons pour justement fidéliser et créer une communauté. Et en même temps, on n'avait pas peur de bosser. Donc, on a tout de suite fait des grosses journées. On a proposé beaucoup de cours et des choses comme ça. Et donc, du coup, ça a vite bien pris. Et maintenant, ben voilà, je pense que dans la région, tout le monde connaît CrossFit Grelen, donc ça, c'est cool. Pas que dans la région, ça s'étend bien au-delà de votre région. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui ouvre une box maintenant, ce serait quoi, à ton avis, le conseil le plus important? Je pense qu'il faut être entouré, donc avoir une équipe. Alors pas forcément, je suis pas fan d'être trop nombreux, mais je pense que deux, c'est quand même bien. T'as toujours quelqu'un pour qui voilà, tu peux discuter. Trois, quatre, voilà, on a déjà essayé. Forcément, plus il y a de personnes, oui, plus tu peux distribuer les tâches, mais plus il y a d'avis différents. Je pense qu'en vrai, deux, c'est vraiment bien. Hmm. Et après, bah maintenant, c'est sûr qu'en 2026, la communication, c'est quand même très important, on le voit. T'as des fois des box avec des coachs très bons qui ouvrent des box, mais qui sont un peu moins bons dans ce domaine-là. Et du coup, ils ont du mal à se faire connaître. Et t'as des box, pas forcément qui sont moins bons, mais entre guillemets à niveau de coaching égal maintenant, et ben c'est la box qui va communiquer le mieux, qui va savoir bah ouais, montrer ce qu'elle fait, donner envie, qui va finalement bah, faire venir le plus de personnes. Et en général, voilà, tu coaches bien, la personne elle vient, elle reste. Donc ouais, c'est d'autres enjeux. En 2016, on n'avait pas ça, tu vois.
On pouvait ouvrir, on avait notre petite page Facebook, on mettait quelques posts, mais c'était beaucoup de bouche à oreille. Maintenant, voilà, les réseaux sociaux ont vraiment une grosse place. Ça fait pas tout, mais quand même, tu vois. Donc, Pour ce côté communication, forcément, vous faites beaucoup sur ce travail-là, vous développez continuellement. C'est quoi, à ton avis, le meilleur investissement pour commencer? Est-ce que c'est du matériel? Est-ce que c'est engager un photographe, un vidéaste? Est-ce que c'est commencer un podcast? Qu'est-ce qui, à ton avis, le plus rentable quand tu débutes? T'as pas énormément de temps, t'as pas énormément de hmm. moyens. À quoi tu alloues, sur quoi tu alloues tes ressources? En vrai, si tu as peu de moyens, le but c'est vraiment de proposer du contenu, pas forcément ultra qualitatif, en tout cas pour la création d'une box. Ce que les personnes, tes futurs membres, ils veulent voir, c'est ben, qui sont les gérants, qui vont être les coachs, l'avancement des travaux, des choses comme ça. Et en vrai, avec un iPhone 14, 15, 16, un petit micro Amazon à 30-50 euros, en vrai, ça fait vraiment l'affaire, quoi. Donc oui, après, bien sûr, c'est bien d'avoir du matériel un peu plus de qualité, mais en vrai, tu peux vraiment tout faire maintenant avec très peu, enfin, en tout cas avec des choses qu'on a déjà. Je dis pas qu'un iPhone c'est pas cher, mais tout le monde maintenant a un téléphone de bonne qualité, donc en vrai, il faut juste se lancer. Ça sera pas parfait. C'est sûr que si tu as les moyens d'avoir du contenu pro, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est pas ça qui fera le truc, quoi. C'est un petit peu la version 2026 de la carte de visite, en fait. C'est que Ben les ouais. gens, quand ils te trouvent, ils voient qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'ils en sachent un petit peu sur toi. Ouais, c'est ça, parce que malheureusement, à niveau de communication égale, ben, c'est difficile de donner plus envie, quoi. Les gens, ils ont besoin de s'identifier, de voir, tu vois, l'humain et de voir aussi l'avancée des travaux. Ça, t'as envie de voir comment est-ce que ça va se passer, tu sais, un peu comme la télé-réalité, mais ça marche vraiment très, très bien. Mm. Ça, pour le coup, là, toutes les nouvelles box qui ouvrent dans la région et qui ont fait cette communication en amont sur les 6 mois avant leur ouverture, en général, ils font des super, super ouvertures. Et toi, à ce stade, vous, avec Grillen, vous en êtes où dans cette démarche de communication? Qu'est-ce que vous mettez en place chaque semaine pour continuer à avancer de ce côté-là? On est super nul à Grélen pour ça, pour le coup. Autant là, dans Mjolnir Training, eh ben, tu vois, j'ai mis des moyens, j'ai engagé une community manager, j'ai acheté une caméra, j'ai acheté des micros, des choses comme ça. Autant dans Grillen, en fait, vu que ben, on est là depuis longtemps, et ben voilà, maintenant on est connu, les personnes arrivent beaucoup avec le bouche à oreille. On a besoin de faire un petit peu de communication de temps en temps, mais pour le coup, on est vraiment bien en dessous de, alors pas nos concurrents directs, mais de salles qui le font très bien en Alsace. J'en parlais encore à Isa hier, mais en fait, c'est pas évident parce que nous, on le fait nous-mêmes et ça suffit. Voilà, on va faire un post pour les Open, on fait bien sûr un post pour les événements. On a un beau totem maintenant, un écran dans la box où on annonce les événements aux adhérents. Donc on va dire que notre communication interne, elle est meilleure, Mm. mais la communication externe, on en fait assez peu. Donc on n'est pas très bon dans ce domaine-là, mais heureusement, on n'en a pas trop besoin vu qu'on est là depuis très longtemps. Donc tant mieux, mais il faudra quand même qu'on arrive à le faire de toute façon. Donc on a un peu de progrès de ce côté-là. Mais j'imagine que une fois que tu es à capacité ou que tu es bien rempli, on va dire, comme tu l'as dit, cette communication interne, elle est presque plus importante que la communication externe. Si on parle purement business, on sait que la rétention de clients, c'est beaucoup plus rentable que l'acquisition de clients. Et donc au Exactement. final, toi, tu as meilleur temps de renforcer, vous avez meilleur temps de renforcer la communauté que vous avez déjà et de bien faire les choses en interne plutôt que d'essayer d'aller chercher plus de monde. Si vous en avez besoin, forcément, il faudra, mais si c'est pas l'objectif principal, au final, c'est quand même bien, on va dire, l'attention, à mon avis, elle est bien dirigée, quoi. Ouais, c'est ça. Là, on a environ 500 adultes, on a une centaine d'enfants. Bah, nous, ce qui est dur pour nous, c'est d'envoyer un message et d'avoir le maximum de personnes qui arrivent à réceptionner ce message. Donc, on peut mettre une petite notif quand ils ouvrent leur application pour réserver. Ça, c'est top. On a les mails, on a les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram. Mais même avec tout ça, c'est des fois pas évident. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on a multiplié les canaux pour toucher un maximum de monde. Et comme ça, quand on met une info, donc après, oui, la rétention, évidemment, bah, tout ce qui est événements. Là, on organise une petite compétition pour une association dimanche. Bien sûr, il y a les Open. Bah voilà, il y a les WOD, les fêtes pour Noël, les choses comme ça. Donc tous ces événements-là, et voilà, le but c'est de bien communiquer, de donner envie aux adhérents de venir pour qu'il n'y ait pas, voilà, juste que du CrossFit classique. T'en as qui viennent que pour ça et il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce qui fait aussi durer, pourquoi les gens se sentent bien, c'est pour toutes les autres choses que juste la séance, qui est très important évidemment. Et donc ouais, pour nous, c'est vraiment voilà, on se concentre là-dessus quoi.
Pour parler un petit peu programmation maintenant, aujourd'hui, tu gères combien de programmations différentes? Je saurais même pas te dire. Et j'ai des programmations qui sont fixes. Tu sais, Ouais, donc des programmations, les personnes peuvent venir, voilà, il y a un cycle de squat sur 8 à 12 semaines. Donc ça, c'est des petites programmations que tu fais une fois et que, voilà, tu vends régulièrement, mais voilà, c'est pas là-dessus que je peux vivre. La programmation phare, c'est Mjolnir Compete. Là, on est à peu près 250 personnes dessus. top. Donc là, le but, c'est des personnes qui s'entraînent 5 fois par semaine ou plus. Donc c'est quand même déjà des bons drogués du CrossFit, tu vois, qui veulent faire plein de compètes. Donc évidemment, ça touche pas tout le monde, mais voilà, le CrossFit maintenant a bien évolué, donc il y a quand même de plus en plus de personnes qui veulent s'entraîner plus et qui veulent accéder à un certain niveau. Donc celle-là, il y a 2 sessions par jour avec une option, avec une session pour les personnes qui font qu'une session. C'est la programmation principale. La deuxième, c'est la programmation inter. Ça, c'est Anthony, un des coachs de l'équipe qui la gère. Il y a environ 80 personnes. Donc, c'est pour les personnes qui s'entraînent entre 3 et 5 fois par semaine, tu vois, 1 heure et demie, Hmm. et qui, voilà, maîtrisent pas encore les muscle-up, pas encore certains mouvements, et qui ont besoin d'un peu plus de travail technique et aussi de renfort par rapport à ça. Et après, il y a toutes les progs, on va dire, un peu, bah voilà, il y a une prog pour les masters. Donc, c'est la prog compete, mais adaptée en volume. J'ai une prog aussi 60 minutes qui a très bien marché cette année. Où bah là, l'objectif, c'est de voilà, de pas frustrer les personnes avec plein de blocs et où ils doivent choisir, mais ils savent qu'ils ont fait la moitié. Hmm. Là, la séance, elle dure 1 heure, ça convient à beaucoup de monde. Donc ça a beaucoup marché cette année. Et voilà, et après, j'ai créé d'autres. En fait, je me suis servi de la programmation Mjolnir Compete pour ensuite faire une programmation que haltéro, où en fait, c'est que les blocs haltéro de compete. Hmm. Il y a une programmation engine où c'est que les blocs d'engine. Comme ça, voilà, pour les personnes qui peut-être s'entraînent à côté ou dans une salle et qui veulent juste 2 ou 3 blocs de 30 minutes en plus dans la semaine, ils ont accès. Voilà, moi je m'occupe de ça principalement et des procs des box. Donc il y a environ 40 box qui suivent. C'est la proc de Grillen, hein, simplement. Donc je me suis dit, quitte à passer des heures à faire la proc de la box, autant que ça serve. Et puis après, Isa, elle s'occupe de la prog Aerox. Donc Aerox pour les compétiteurs et Aerox pour les box, des prog kids principalement. Elle a aussi une prog sans matériel, donc voilà, tu vois, il y a vraiment plein, 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 plein. Mais bon, il y a beaucoup de demandes. Le but c'est pas de s'éparpiller, mais voilà, vu que c'est venu petit à petit, bah une fois qu'on avait beaucoup de monde sur une prog, et bah ok, on s'est dit celle-là, voilà, on continue, mais voilà, on va passer un petit peu de temps pour développer d'autres. Voilà, après, on va Donc, dire que quand même 20% des prog, tu vois, 80% des revenus financiers, mais il y a quand même beaucoup de demandes, et voilà, s'ils viennent pas chez toi, bah ils iront ailleurs, quoi. ouais. Par rapport donc à la manière dont tu fonctionnes, si j'ai bien compris, en gros, tu as quoi? Tu as deux gros piliers qui sont Ouais. Mjolnir, Compete et Grillen. Et Ouais. en gros, ça, c'était deux progs principales. Et ensuite, tu as soit des modifications sur ces Mm. progs ou alors des ajustements qui peuvent être faits, ce qui fait que tu n'as Exactement. pas besoin de te poser avec une feuille blanche pour chaque prog. En fait, tu pars du tronc commun et après, Ouais. tu déclines au final selon les populations. Exactement, ouais, ça fonctionne bien si tu prends le temps de bien adapter. Pour la prog inter qui est totalement différente, bah pour le coup, tu vois, j'ai pris quelqu'un d'autre qui, lui, du coup, s'occupe de cette prog. Hmm. Et pareil pour Isa, pour la prog Aerox. Et si un jour, il y a une autre prog qui devait être créée totalement différente, en tout cas au jour d'aujourd'hui, pareil, je déléguerai cette mission parce que tout ce qui est les autres progs me prennent déjà beaucoup de temps, quoi. Par rapport à quand tu as commencé à écrire des progs, comment a évolué ton processus de programmation? Comment tu fais quand c'est l'heure de programmer? Concrètement, tu te poses, c'est quoi ta démarche pour écrire une programmation? Je pense qu'à l'époque, en 2016, bon, bien que formé en tant que coach, on écrivait un peu plus. On faisait pas forcément des cycles enfin, je me posais pas sur un tableau, je me disais, OK, dans un an, l'objectif, c'est d'arriver à ça. Et donc, toi, je découpais pas, l'année en mois et puis les mois en semaines en différents mésocycles. Voilà, c'était vraiment, on va faire un focus de 3 4 semaines là-dessus, puis on fera un autre focus là-dessus, tu vois. Avec l'arrivée des formations, voilà, et des autres programmations, bah maintenant, voilà, on découpe plus simplement. Et donc, bah voilà, quand on est loin des compétitions, on va faire certaines choses. Quand on est un peu plus proche, on va faire d'autres choses. Et ça permet, je pense, de mieux planifier, d'avoir une meilleure progression que juste, on va dire, entre guillemets, le CrossFit classique où, voilà, Donc, tu fais de l'intensité et tu regardes juste ce que tu as fait hier, quoi.
Comment tu arrives à trouver le bon équilibre pour tes compétiteurs? On va prendre Mjolnir Compete en prog phare. Comment tu fais pour trouver le bon équilibre entre le travail dissocié, que ce soit engine, haltéro, gym, et le travail pur CrossFit? Ah, du coup, bien qu'il y ait des compétitions toute l'année, et donc ça, bah, tu peux pas forcément non plus plaire à tout le monde. Moi, ce que j'ai fait, c'est que de septembre à fin décembre, il y avait vraiment la saison off, où du coup, j'ai vraiment dissocié au maximum. Il y avait toujours des fois des options, mais oui, il y a quelques personnes qui m'ont dit, bah moi, écoute, ça me correspond pas trop, j'ai des compètes cet automne et je serai pas assez prêt. Donc cette année, en fait, moi, j'ai mis le off-season dans la prog compete, alors que l'année d'avant, j'avais séparé. Et je pense que le mieux, c'est quand même de séparer, Hmm. justement, ben, pour que les personnes qui, justement, eux, peut-être ont une saison un peu plus chargée l'automne et un peu moins peut-être l'été, pour X raisons, puissent quand même avoir ce qu'ils veulent. Mais du coup, en tout cas, cette année, j'ai dissocié vraiment. Donc beaucoup de force d'un côté, beaucoup de gym de l'autre, beaucoup de strict et de renfo. Et voilà, du cardio dissocié. On a fait un cycle biker, on a fait un cycle rameur, etc. Et puis bah là, ensuite, on s'est rapproché des qualifs. Donc bah voilà, un Nico Salo où là, on a mélangé les ergos, un peu plus d'ergos aussi dans les WOD. L'haltéro, pendant la saison, on garde toujours comme une partie technique, parce qu'encore ensuite, on a vite fait de prendre des très mauvais réflexes, mais quand même, on l'intègre voilà, avec des ergos, avec de la gym sous fatigue. Tu vois, et pareil pour la gym, on garde toujours quand même un petit peu d'infos malgré que les qualifs sont là. Mais quand on met de la gym, eh ben, ça va être avec pareil de la pré-fatigue, soit grippe, soit cardio, soit musculaire. Voilà, si, un peu plus les épaules si tu fais des HSPU, voilà, des choses comme ça. Voilà, on se rapproche plus du sport quand on se rapproche des qualifs et des compètes, et on s'en éloigne en hors saison. Tu as parlé un petit peu de l'haltéro, de la gym. Et pour le travail technique comme ça, là aussi, comment tu trouves le bon équilibre entre renforcer la technique, peaufiner les mouvements, utiliser des tempos assez lents, etc., versus vitesse d'exécution, volume, etc. En période hors saison, on va vraiment se concentrer sur la force, donc beaucoup de mouvements stricts, traction stricte, dips, HSPU strict, des choses comme ça. Bien sûr, du renfort aussi plus type muscu. Ensuite, on va progressivement, enfin, on va faire de la technique. Donc, on va faire par exemple toutes les 2 minutes, entre 5 et 10 butterfly pull-up ou butterfly chest to bar ou bar muscle up selon les niveaux et ce qu'on veut. L'objectif, c'est de travailler la technique avec beaucoup de récupération, donc sans interférence. Ensuite, on va ensuite faire une phase d'accumulation où là, on va plutôt réduire, on va faire des EMOM, ça marche très bien. EMOM 5 minutes, 10, 15, 20 chest to bar par minute. Voilà, ça permet d'encaisser du volume. Et ensuite, quand on se rapproche pour préparer les qualifs, bon, on sait qu'on aura des chest to bar, mais elles seront soit avec du rameur, soit avec des thrusters, soit avec des wall balls. Il y a quand même des associations qui reviennent souvent. Et donc, du coup, ben, ok, tu sais faire un EMOM 5 minutes de 20 chest to bar. Est-ce que tu sais faire 20 wall balls, 20 chest to bar et 20 cal row 4 tours à un bon rythme, ça c'est encore différent. Et donc, ben, on va pas tout de suite mettre des gros for time avec beaucoup de volume, mais on peut commencer avec des EMOM où il y aura un petit peu de récup. Tu vois, on peut ensuite faire 2 tours, récup, 2 tours, et puis après, on va essayer de voir ce que ça donne sur un WOD de qualif ou une compète où il y a les 4 tours d'un coup, quoi. Toi qui baignes dedans au quotidien, quand on parle de programmation CrossFit, j'imagine tu as eu tes yeux sur pas mal d'autres prog, et sans citer de nom parce que c'est pas le but ici, mais au fil des années, quelles tendances se sont un petit peu effacées, des choses que tu voyais peut-être il y a 5-6 ans en arrière, que tu vois beaucoup moins maintenant dans les prog, parce que peut-être que c'est moins pertinent, ou alors peut-être c'est plus la mode comme c'était avant? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent? Hmm, pas trop trop, mais là, pour le coup, j'ai regardé quand même beaucoup de prog étrangères, Hmm. parce que c'est comme les plus grosses prog du monde. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, il y a quand même souvent pas mal de volume quand même. Et donc ça, on sait que selon les athlètes, tout le monde le subit pas pareil. Donc quand tu fais une prog générale, c'est quand même compliqué de jouer là-dessus. Voilà, moi je suis plutôt partisan de pas trop de volume. Voilà, quand tu fais l'individuel, si l'athlète peut, on en met un peu plus, bien sûr, selon les, mais je dirais pas forcément que c'est des méthodes différentes, mais bah ouais, c'est sûr, c'est sûr qu'il y a quelques années, il y avait quand même peu de basse intensité, il y en a beaucoup plus maintenant quand Ok. même. Ça, c'est sûr, par exemple, tu vois, dans une prog où il y a toujours de l'intensité, bah là, tu vois qu'il y a un peu plus de monotonie, quoi. En tout cas, ils font un peu plus attention là-dessus. Après, voilà, ça reste
en vrai relativement classiques, hein, sur les cycles d'haltéro par exemple, ou même sur les cycles de gym. Je regardais aussi avec Ida, on avait essayé de prendre une prog Aerox étrangère qui marche très très bien parce qu'évidemment les athlètes sont très connus et il y avait énormément de volume course à pied. C'était une prog pour athlètes, mais voilà, il y avait, je sais pas, il y avait genre 2 fois 10K run par jour sur 4 à 5 fois par semaine. Fallait déjà C'était faire énorme, tu 80 kills vois. par semaine pour pouvoir la tolérer, quoi. Tu vois, et ça peut être pris par tout le monde, donc c'est aussi, tu vois, pas forcément évident, franchement. Souvent, on idéalise un petit peu les progs un peu étrangères. Ouais, ils doivent faire des trucs de fou. Et en fait, quand tu regardes, bah, pas vraiment, quoi. Je pense qu'en France, on est quand même assez bien formé. Alors oui, on critique souvent les CQP et les BPGEPS. Ça dépend bien sûr de tes profs, mais je pense qu'on est relativement bien formé. Et puis maintenant, ce qui est bien en 2026, c'est que tu as plein d'autres certifications privées, tu vois, où tu peux vraiment apprendre bah, voilà, l'endurance avec toi. Bah, il y a OPEX, par exemple, je pense à ça, américains, qui sont très bons sur la programmation CrossFit. Vraiment, il y a vraiment plein d'autres choses comme ça. Et voilà, le but, c'est pas forcément de faire toutes les formations, mais il y a de quoi faire. Et en vrai, si tu le fais correctement, après, ça marche très bien, quoi. Si on parle de la sphère CrossFit, tu as parlé de OPEX, on pense aussi à Training Think Tank et d'autres organisations Ouais. qui proposent et qui proposaient, même à l'époque, beaucoup de contenu de qualité. Pour toi, ça a été quoi tes grosses influences en termes de justement de philosophie de programmation autour du CrossFit de manière un petit peu ciblée? Au début, il n'y avait pas grand-chose. Pour les plus anciens, on avait Outlaw Ouais, et Invictus. Je crois qu'Outlaw, il y avait beaucoup d'altéro. C'est genre, tu sais, tu commençais ta séance CrossFit tous les jours et tu avais 50 minutes d'altéro. Et après, tu faisais un WOD. Tu vois, c'était vraiment l'altéro, quoi. Et Invictus, il n'y avait pas grand-chose au début. S'il y avait Bergeron, ouais, qui était pas mal pour ça. Il a été comme longtemps assez leader, ouais. tu vois, au tout début. Et puis après, ben voilà, il y a eu d'autres programmations, hein, comme Mayhem, évidemment. Ça reste aujourd'hui les plus gros. J'aime beaucoup, moi, comment ce qui fonctionne. Donc, ben voilà, quand on doit préparer une échéance et que ça se passe là-bas, j'aime bien regarder quand même ce qu'ils font parce qu'évidemment, si moi demain, tu vois, je dois programmer une grosse compète, forcément, t'es biaisé, donc forcément, tu vas quand même aider un peu. Voilà, j'en dirai pas plus, mais quand tu regardes un peu, tu dis, ah ouais, ils avaient quand même déjà bien fait ça. Voilà, après, moi, c'est le principal. Voilà, après, maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais que chacun a déjà un petit peu regardé ce que font les autres, et c'est normal, tu vois. Et souvent, bah, tu regardes 1 mois, 2 mois, tu dis, ah ouais, bon, ok, c'est bien, mais voilà, ça, c'est pas forcément si différent que ça. Et puis, des fois, ça te permet aussi de voir des formats nouveaux, hein. Il faut pas avoir honte, je pense, de regarder ce que font les autres, parce que, bah, on a à apprendre de tout le monde. Et du coup, ça permet aussi d'évoluer, de la sorte, quoi. Tu en as parlé juste avant, tu as été un des tout premiers à suivre le Mastermind Endurance il y a bientôt 2 ans maintenant. Ça date Ouais. presque un petit peu. Qu'est-ce qui a évolué dans ta manière de programmer, que ce soit les ergos ou d'autres modalités à la suite de cette formation? Ce que je t'avais dit, c'est que franchement, tu trouves beaucoup, beaucoup de ressources sur la force. Bon, pas trop sur la gym quand même. Ça reste encore. Si demain tu fais un mastermind pour être le meilleur en gym en CrossFit, je pense que tu auras quand même du monde parce que oui, on fait du strict, on fait du volume, tu vois, mais et c'est un peu moins, je sais pas comment dire, mais il y a un peu moins de données scientifiques dessus, Ouais. tu vois, moins d'études. Et l'endurance, bien qu'il y en avait un petit peu, c'était quand même très difficile, je trouve, de trouver des informations. Et ce qui est bien du coup avec le mastermind, c'est que bah, c'était déjà un en chapitre, donc c'était vraiment partitionné, et on y a été vraiment progressivement, quoi. Donc on a vu ben voilà comment évaluer un athlète en endurance, et ensuite on a vu bah, les planifs, donc les cycles, la périodisation, les microcycles, des choses comme ça. Et du coup, ben, on avait vraiment des données. Voilà, tu veux bosser ta basse intensité. On avait des exemples de séances et de progression. Tu veux bosser ta moyenne intensité. Voici le type de format ou le type de temps de travail et de repos, des choses comme ça. Et pareil pour la haute intensité avec des sprints ou des choses un chouïa plus long. Donc, tu vois, ça donnait vraiment des chiffres, mais des types de séances et c'est ça qui est bien, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi que tu utilises le plus dans tes progs, dans la manière dont tu réfléchis, que tu as retrouvé dans le Mastermind? Alors, je fais peu, si ce n'est Claudia, mais je fais peu de programmation personnalisée, Ouais, mais j'en ai fait un petit peu. Ce qui est bien, bah, c'est pour l'évaluation. Donc, il y a le protocole 41, évidemment. Il y a, tu vois, il y a les 6 et, enfin, 3 et 6 et 12 minutes sur les différents ergos ou courses à pied. Et donc, du coup, ça nous permet quand même d'avoir, bah, avec tes feuilles de calcul, d'avoir un profil d'athlète et donc d'avoir ces zones d'entraînement et de pouvoir ensuite, bah, un peu mieux cibler tu vois, en termes de chiffres. Alors bien sûr, on parle aussi du RPE, la sensation, et ça j'aime beaucoup aussi, surtout pour les athlètes, on va dire,
Euh, c'est pour tout le monde, mais pour les athlètes qui n'ont jamais trop fait de test ou ils savent pas pour eux d'être à fond. Des fois, tu leur dis t'es à fond, oui, oui, et puis le tour d'après, ils font encore mieux, tu vois. Donc, ou alors ils te disent je suis RPE 6 et puis le tour d'après, ils sont 10 ils arrêtent le protocole. Tu te dis. Donc, ça, c'est bien, je pense, au début et pour les athlètes intermédiaires. C'est bien aussi pour les athlètes plus avancés parce que travailler toujours avec des chiffres, c'est très dur psychologiquement. Aujourd'hui, tu dois faire telle session à telle watt. Si t'es un peu fatigué, tu veux dire putain, je suis trop nul, j'arrive pas à les tenir. Donc le RPE, c'est quand même bien aussi pour ça. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien les chiffres et d'avoir des zones où je sais que même si j'ai un intervalle, aujourd'hui, je dois être entre 200 et 230 watts pour être dans la bonne zone d'entraînement. Bon, bah voilà, l'athlète, il peut et à la fois, jauger selon son état de fatigue et en même temps, il a quand même des indications. Donc ça, pour ça, c'était top d'avoir les feuilles de calcul. T'es super fort en Excel, ça, c'est top aussi. Parce que mine de rien, tout se calcule automatiquement. Ouais. Donc ça, c'est ce que j'utilise aussi. Et après, bien sûr, ben, c'est en fonction de l'objectif et aussi dans les progs générales. Quand on est loin, ben, on va faire plutôt de la basse et de la moyenne intensité, dissocier sur les ergos. Et puis après, ben, on va pouvoir travailler voilà, sur des 8-10 minutes d'effort, répéter. Et puis ensuite, on va travailler sur du un peu plus court en fonction de ce qu'on veut progresser, bien sûr. Mais ça donnait vraiment une feuille de route, tu vois, donc du coup, bah, j'ai mes petites fiches avec les résumés des chapitres. Et du coup, bah, je me demande pas, bah mince, déjà, comment est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est vrai, voilà, on peut faire comme ça. Donc, tu vois, c'est comme là, quelqu'un qui voulait faire des progs de force et qui avait ben, toutes les méthodes d'entraînement, wet side, 5-3-1, tu vois, avec bande pour la force vitesse, Mm. etc. Et du coup, ben voilà, tu prends ta fiche et puis ben voilà, ça marche et tu le fais, quoi. Tu as parlé du RPE et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la manière dont on fonctionne tous les deux. Dans quelle situation tu as trouvé que le RPE, il est peut-être pas adapté ou il est plus difficile à utiliser? Euh, pour les machines, je trouve que ça va. Après, t'as encore des athlètes qui, malgré le fait qu'ils mettent un certain RPE, ont du mal à le respecter parce qu'ils ont encore cette notion de y aller à fond. En général, ils font ça lundi, mardi, puis le mercredi, ils disent, ah, j'ai pas réussi à finir la séance ou j'ai pas tenu les charges. Bah ouais, mais si le mardi, je t'ai dit qu'il fallait être 7 moyen et que tu t'es mis une cartouche, c'est sûr que le mercredi, t'es naze, quoi. Donc, mais dans le CrossFit, par exemple, quand tu mets un EMOM et que tu dis que tu dois être RPE 7-8, donc c'est un petit peu dur, mais tu dois avoir de la marge. Il y en a qui ont encore du mal aussi. Toi, tu as le RPE sur les ergos, où tu peux un peu gérer si tu as des notions de watts, Mm. mais en rep, voilà, les gens ils savent pas trop si 8 burpee box jump c'est RPE 7-8 dans la minute ou si c'est 10. C'est pas forcément évident, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu vois un transfert de justement cette capacité à se gérer sur des modalités mixtes et ensuite la capacité à performer en compétition sur des choses que tu n'as peut-être pas entraînées auparavant? Ouais, ben, de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu arrives à gérer ton effort, souvent ce que je fais, c'est que soit quand je mets de l'intensité, mais je veux qu'ils gèrent leur effort, je leur donne comme objectif de que le premier tour ce soit le moins bon et le dernier le meilleur, plutôt que l'inverse. Souvent, c'est Mm. le premier tour le meilleur, puis le dernier, ils sont nazes. Ou alors, ils ont 3 ou 4 tours, ils doivent faire exactement le même score, tu vois, à chaque tour. Donc ça va être bien à comprendre qu'il faut pas partir trop fort. Et puis, euh, et puis voilà, ouais, je sais pas si j'ai répondu parfaitement, mais Ouais, ce que tu viens de dire là, c'est marrant. C'est un exercice que mon fils a fait avec son petit club de vélo à l'école récemment. On a la boucle qui est littéralement juste autour de chez nous, qui fait 4,5 km. Et ils sont venus en vélo. Et forcément, ils n'ont pas de capteur, rien du tout. Et ils devaient faire, en gros, ils devaient faire la petite boucle. Ils se sont arrêtés un petit moment. Ils devaient refaire la boucle derrière. Exactement. Ils devaient être au plus proche du premier effort. hmm, Et ça, je trouve, c'est des exercices qui sont. Et sans être à fond sur le premier, c'était plutôt disons, un 7 sur 10. Et je trouve que c'est des efforts qui sont intéressants parce que justement, ça te donne un retour direct sur qu'est-ce que j'ai fait et ça te permet d'orienter pour faire mieux la fois d'après au final. c'est ça. Et plus tu te connais mieux, et donc ça, faut le faire à l'entraînement et pas que à haute intensité. Alors bien sûr, il faut aussi, hein, plus tu t'approches des qualifs, plus il faut quand même, je pense, faire de la haute intensité pour savoir justement qu'est-ce que tu es capable de faire. Parce que des fois, alors, tu peux refaire des qualifs, mais quand tu fais une compète, tu peux pas refaire le WOD. Donc, si tu te dis, mince, je suis parti trop fort et que tu as explosé, c'est dommage. Et inversement, j'ai accéléré, mais j'aurais pu partir plus fort, donc ça se travaille aussi. Mais plus tu te connais mieux, peu importe le domaine d'intensité, et plus après, ben, le jour où il faut être au top de ta forme, tu sais exactement ce que tu peux faire, à quelle vitesse, etc. Luc, pour toi, dans les années qui viennent, c'est quoi tes grands actes de développement professionnel pour toi personnellement? Euh,
On a peu développé dans Mjolnir Training, c'est les suivis individuels. On en a Hmm. avec maintenant Anthony et Mathieu, mais il y a quand même de plus en plus de demandes, donc ça, j'aimerais bien développer, avec notamment peut-être d'autres coachs. J'aimerais bien aussi avoir aussi des coachs qui m'aident sur les programmations type programmation de boxe, voire même aussi Mjolnir Compete. C'est toujours bien d'avoir voilà, aussi des nouvelles visions, en tout cas un peu de fraîcheur, donc ça c'est top, en tout cas sur l'avenir. J'aime beaucoup ce que je fais, mais aussi comme la boxe, c'est au bout d'un moment, c'est quand même bien d'avoir une équipe sur laquelle tu peux te reposer de temps en Hmm. temps et pouvoir juste continuer à faire du bon boulot. Voilà, après en termes de programmation, je suis pas sûr de créer d'autres programmations, mais un petit peu comme Grillen, après, c'est aussi bah, la rétention. Voilà, ça fonctionne bien, mais il faut aussi garder. Il y a beaucoup de concurrence maintenant en France et à l'étranger, donc évidemment, les personnes bah, essayent, et c'est normal aussi. Donc il faut savoir et être bon bah, voilà, sur l'entraînement, comme à la boxe, mais il n'y a pas que ça non plus. Tu vois, être bon, bah voilà, on fait des camps d'entraînement. Quand on fait des compétitions, c'est aussi l'occasion bah, de rencontrer les personnes que tu vois aussi sur l'appli qui poste les scores. Toutes ces petites choses-là, maintenant, voilà, c'est pas juste la planif, enfin, la prog et c'est tout, quoi. Il y a aussi d'autres choses, je pense, pour fidéliser. Donc, le but, c'est comme de consolider ce qu'on a créé, qui fonctionne plutôt bien. Voilà, ça fait 10 ans maintenant. Mais c'est vrai que le sport, en tout cas le CrossFit, toi, c'est difficile de se dire dans 10 ans, 20 ans, que ce soit la boxe ou les prog, on sait pas comment le sport va évoluer, voilà, tu vois, il y a peut-être 10 ans, les progs, ben, les gens, ils en faisaient assez peu. Et puis maintenant, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a un jour, voilà, ça va changer? On ne sait pas. Mais je pense que le plus important, c'est de consolider. Et évidemment, bah, on a Claudia dans l'équipe, voilà, qui est dans les meilleurs du monde. Ben, c'est sûr que d'avoir un ou une athlète, autre athlète de ce niveau-là, ça serait vraiment super, évidemment. Mais voilà, sinon, je suis déjà très content de tout ça. En parlant de Claudia, il y a une semaine, tu étais avec elle à Abu Dhabi pour la première compète de la saison. Comment était le petit voyage? Comment était la compète? Hmm. Bon, 25 degrés, l'hiver, c'est toujours agréable, hein, c'est sûr. Ça faisait 25 degrés de différence avec ici. Mais voilà, c'était pas aller Dubaï, donc c'était une compète plus petite, mais en même temps, ça permettait d'avoir aussi moins de pression. Elle a pu tester une nutrition différente qui a plutôt bien fonctionné. Elle a bien performé. Est-ce qu'elle était à son meilleur niveau? Non, mais en tout cas, ça lui a permis aussi, ben, même athlète professionnel, t'as quand même besoin de t'entraîner à la compétition. Et donc, c'était, je pense, le bon moment et la bonne occasion. Voilà, ça nous a permis de voir ce qui avait déjà bien fonctionné. Ça m'a permis de voir aussi ce qui avait encore besoin de bosser. Voilà, et puis bah, Claudia, elle apprend aussi, hein, comme à chaque compète, hein. La moindre erreur au niveau, c'est une place. Une place, et ben voilà, c'est et à la fois 7000 euros et à la fois une médaille différente, tu vois. Mais voilà, hein, ça fait partie du jeu. Mais c'est sûr que c'était bien, franchement. Là, je crois qu'elle a les crocs pour la suite. Tu vois, on a repris cette semaine. Avec une semaine, on a dit, voilà, plutôt mixte. Moi, je lui ai dit, je dis, mais une bonne semaine, tu me diras, voilà, mais elle a envie de s'entraîner, elle a envie de revenir, entre guillemets, en tout cas, d'être encore meilleure et d'arriver au quart dans 2 mois, voilà, la meilleure possible, quoi. Ouais, trop bien. Ça, c'est super important d'avoir les crocs, d'avoir envie. Et je pense que quand tu commences la saison comme ça, on peut toujours trouver des points d'amélioration, on peut toujours mieux faire, mais c'est déjà un bon pied en avant pour le reste de la saison. Ouais, c'est ça, ça a donné envie d'encore faire mieux, tu vois, ça a pas dit, oh non, ça va être dur cette année. Hmm. C'était, ok, j'ai bien fait, je peux encore mieux faire et je sais que je peux mieux faire, donc on va bosser, quoi. Luc, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour ce petit call. Où est-ce que les gens peuvent retrouver ta prog, plus d'infos sur Grillen, etc. La prog, bah, sur l'Insta Mjolnir Training. Le site, c'est mjolnirprogramming.com où il y a toutes les prog et le shop. Voilà, après, ça vous redirigera sur Strivey avec qui on travaille et crossfitgrillencolmar.fr si vous êtes de passage à Colmar en Alsace. Avec grand plaisir, on vous accueillera. Trop bien. Merci encore. À bientôt. Merci, Sean. Ciao. Le Mastermind Endurance, c'est pour les coachs prépa physique kiné qui souhaitent comprendre et programmer l'endurance pour leurs sportifs, athlètes, patients. C'est comme si on était à l'école, mais en distanciel. Ça permet de se former plus rapidement et de la meilleure des façons. La mise en pratique tout de suite, ça quand t'es professionnel, c'est vraiment top. Ça rend les choses beaucoup plus simples quand on se pose devant une feuille et pour écrire un programme. Le fait d'essayer de synthétiser toute ma pensée autour de l'endurance sur 12 semaines de formation. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire, sans trop d'informations.
questions. T'as un support vidéo, t'as un support écrit, t'as un retour. Le fait aussi d'avoir chaque semaine un chapitre, t'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. La plateforme, elle est intuitive. Il y a juste à cliquer, tout est à dispo. Avec les retours qui ont été extrêmement positifs. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment, vraiment très très bien. Je suis très satisfait. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro dans ce que je proposais. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Et c'est via l'échange, via les questions, qu'on peut vraiment faire une différence. Et puis cette dynamique qu'on a eue au niveau du groupe et qu'on continue à avoir aussi, franchement, c'est top. C'est pas juste des vidéos à regarder, c'est un groupe. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe d'échange tous les dimanches soirs où on discute, où on se pose des questions, où on se challenge un petit peu. Le fait d'avoir un groupe, d'avoir les réunions le dimanche, d'avoir vraiment des vrais exercices à faire pratiques. C'est ce suivi-là, en fait, d'avoir ces rendez-vous réguliers, ça aide à s'investir un peu plus. On s'entraide parce que ensemble on va plus loin. Maintenant, avec les connaissances que j'ai au niveau du mastermind, ça me permet aussi de voir tout de suite si on va dans la bonne direction ou non. Je me casse plus la tête, je vais beaucoup plus vite à faire mes programmations. Je vois avec mes clients que tout de suite, en fait, ça fonctionne. Et du coup, c'est plus facile de répondre aux questions, de dire voilà, tu vas faire telle séance, ça va t'apporter à court terme et à long terme ça et ça. Et essayer de maintenir le plus possible cet aspect communautaire, créer une communauté de gens qui veulent réfléchir, qui pensent pas nécessairement tous la même chose, mais qui ont envie de se challenger, de réfléchir et d'avancer pour être meilleurs et essayer de faire un meilleur travail.